Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. C'est ça. Donc en fait, la nation états-unienne, C'est en plusieurs étapes. Voilà. Exactement. C'est pas en 76, c'est pas encore en 83, ça sera plutôt en 89 avec l'élection de Washington comme président et ce système véritablement fédéral. Sans oublier la guerre de sécession en 1861. Donc, je veux dire, il faudra du temps pour construire les États-Unis. Et même d'ailleurs la question sur l'armée. Est-ce que l'armée doit être fédérale ou est-ce qu'elle doit être nationale ? Exactement. Et c'est entre guillemets grâce à nous ou à cause de nous qu'ils répondront à la question. Voilà, parce que en fait, au début, Washington, donc il est nommé commandant en chef en 75, mais il n'y a pas d'armée. En 1775, l'armée, c'est juste des milices de Nouvelle-Angleterre, en fait, principalement Rhode Island, Massachusetts et Connecticut, qui assiègent Boston. En fait, en 75, on est dans ce cas de figure. Donc, il nomme un Virginien parce que au Congrès, on voulait pas que ce soit que des gens de Nouvelle-Angleterre, en fait, parce qu'il y a même des délégués du Sud qui disent, si on nomme un général de Nouvelle-Angleterre, vous allez avoir ce qu'ils appelaient l'armée du Nord, et l'armée du Nord va venir nous envahir. Donc en fait, personne n'a confiance en quiconque. Et donc on va nommer un Virginien, outre le fait qu'il est grand, et c'est un bon cavalier, il a une expérience militaire. Et donc il va s'imposer petit à petit. Mais il va falloir du temps pour construire cette armée continentale. Parce qu'il va falloir des volontaires, et surtout le Congrès tient absolument à ceci, c'est que le militaire soit dépendant du civil. Ça, pour eux, et même ils le mettent noir sur blanc dans les registres du Congrès. Et je vous donnerai un exemple, c'est qu'en 1700, donc à l'été 76, donc je parlais tout à l'heure de cette invasion britannique avec une centaine de navires, 40 000 hommes, dont 10 000 Allemands, parce que les Anglais vont recruter des mercenaires allemands, parce qu'ils n'ont pas assez de troupes. Mais déjà, c'est déjà un exploit logistique d'acheminer ces 40 000 hommes outre-Atlantique. Et il va y avoir une première bataille à Long Island en août 76. Et puis après, en septembre, comme Washington s'est réfugié dans la ville de New York, qui est à l'époque juste la pointe sud de Manhattan, les Anglais vont se préparer à envahir donc, la ville elle-même de New York. Et Washington, à ce moment-là, va vouloir incendier New York pour qu'elle ne tombe pas dans les mains des Britanniques, et le Congrès va dire non. Et justement, là, c'est typique de Washington qui souhaite faire quelque chose, qui demande l'autorisation au Congrès et ne l'obtient pas. Et finalement, il va se plier. Parce qu'il faut bien comprendre, et nous, on va connaître ça avec Bonaparte et Napoléon, pour les gens de l'époque, et qui avaient cet imaginaire gréco-romain, enfin surtout romain, pour eux, tout était possible. On pouvait imaginer un général qui gagne une guerre et qui prenne le pouvoir. La dictature. Oui. Ou alors qui s'impose comme chef, en fait. Oui, bien sûr, effectivement. Oui, je trouve ça absolument passionnant. C'est des moments, et c'est pour ça qu'on les appelle les pères fondateurs. C'est parce qu'ils ont fondé ce qui existe encore aujourd'hui. C'est ça qui est incroyable, ce qu'on n'a pas nous, évidemment, puisque c'est autre chose. Le 4 juillet, dont tout le monde parle, en fait, c'est le 2 juillet, le plus important. Eh oui, alors il y a une lettre formidable je reviendrai sur les événements dans une minute, mais il y a une lettre formidable de John Adams à son épouse Abigail, qui est d'ailleurs une femme qui avait une grande conscience politique et dont on a publié les lettres récemment, très belle lettre où elle donne des avis politiques, des conseils à son mari. Et donc, John Adams écrit le matin du 3 juillet, le 2 sera la fête nationale et on la fêtera par du sport, des coups de canon, des feux d'artifice. Donc, il avait raison sur le fait qu'on fêterait toujours cette date, mais c'est pas celle-ci. Et donc, il écrit ça le 3 juillet parce que pour lui, le 4 juillet n'a aucune importance. Le 4 juillet, c'est la déclaration, mais la déclaration, l'important, c'est le vote, c'est d'avoir décidé. Exactement. C'est la décision. C'est curieux d'ailleurs. Voilà. Et en fait, après, mais ça va se faire au fil des années. Ils vont prendre la date du 4 juillet, qui est la date de la proclamation, en fait, et d'avoir fait connaître cette indépendance au monde entier. Et donc, si on reprend avec une chronologie très serrée, donc le 7 juin, ça se déroule sur un mois en fait. Le 7 juin, il y a un délégué de Virginie qui s'appelle Richard Henry Lee. Alors il faut savoir, comme je disais tout à l'heure, que la Virginie et le Massachusetts sont pour l'indépendance. Donc ce Richard Henry Lee, L2E, il propose en fait une motion tripartite
rédiger une déclaration d'indépendance, rédiger un modèle de traité pour la France et rédiger une constitution pour créer une confédération. Le Congrès vote oui à cette motion, adopte cette motion, donne 15 jours à peu près, enfin le 11 juin, nomme un comité nomme 3 comités en fait, parce qu'on attache beaucoup d'importance au comité qui rédige la déclaration, mais vous avez aussi un comité qui doit rédiger le traité qu'on va soumettre à la France, et il sera prêt en octobre. Et un autre comité, donc le comité pour la déclaration d'indépendance a 5 membres, le comité pour le traité à soumettre à la France a 5 membres, et le comité pour les articles de la Confédération a 13 membres, un par colonie. Et d'ailleurs, on s'aperçoit que John Dickinson, il est dans le comité pour le traité avec la France et pour la Confédération, mais pas l'indépendance parce qu'il est contre. Et donc le 28 juin, donc la nomination des comités, c'est le 11. Donc le 28 juin, donc peu de temps après, le comité des 5 a fini son travail. On pense que c'est principalement Thomas Jefferson qui l'a rédigé, puisque John Dickinson n'était pas là et qu'ils étaient tous les deux en concurrence, en fait. Tous les deux étaient la plume du Congrès, en fait. Et donc ce sera... Parce qu'en 1975, on a des documents, on a une version de Dickinson, une version de Jefferson. Donc le Congrès comparait les versions et prenait la meilleure ou les mélangeait. Là, ça sera celle de Jefferson. Et donc c'est le 28 juin, il la soumet au Congrès. Le 1er juillet, il y a un débat sur l'indépendance, où là, Dickinson peut défendre son argumentation contre l'indépendance maintenant. Parce que lui, en fait, c'est une course. Il faut bien comprendre que dans ces derniers mois de juin, c'est une course de vitesse entre les pro-indépendance et les pro-union ou pro-empire. Parce que tout le monde sait que des commissaires de paix vont arriver de Grande-Bretagne. On ne sait pas que ces commissaires sont les deux militaires qui sont des frères. Et il y a donc le général William Howe, H-O-W-E, et l'amiral Richard Howe, qui sont des frères. Donc un qui a fait carrière dans l'armée de terre, l'autre dans la marine. Et ils vont être aussi les commissaires de paix. Ce qui montre bien la stratégie britannique, c'est-à-dire en fait, on envoie des militaires qui vont en fait essayer de battre Washington, le faire peur au Congrès et en même temps négocier. Mais donc au Congrès, à cette fin du mois de juin 1976, on ne sait pas ce que les Britanniques vont proposer. Et certains disent, de toute façon, ça sera comme d'habitude, rien du tout. C'est John Adams dit ça, et Dickinson dit non, attendons. Et donc c'est un de ces arguments, que c'est trop risqué et surtout ça ne sert à rien de proclamer l'indépendance. Mais c'est dans cette course de vitesse, il faut que Adams, Jefferson et Franklin, tous ceux qui poussent pour l'indépendance, eux, il faut absolument la voter avant que ces commissaires de paix n'arrivent en Amérique, et ils arriveront le 12 juillet, donc la semaine d'après. Et donc après ces débats, très bien, et le 2, il y a le vote. Et le vote est pour l'indépendance. Donc à ce moment-là, ce qui reste à faire, c'est retravailler le texte de Jefferson. Donc le 3 et le 4, enfin 2, 3 et 4 probablement, il le retravaille et il retire des choses, il change des mots, ils ajoutent aussi des informations. Jefferson va être très vexé, il va parler de mutilation sur son texte. Mais en fait, c'est pas son texte. Oui, bien Lui, sûr. Il s'est associé à ce texte. En fait, c'est le texte du Congrès. Et d'ailleurs, est-ce qu'il a tant d'importance que ça? C'est difficile de dissocier l'importance qu'on lui donne de nos jours, parce qu'il faut bien comprendre qu'on a une lecture très différente de la déclaration d'indépendance à l'époque et de nos jours. Parce que de nos jours, ce qui compte le plus, c'est les premiers paragraphes. Bien sûr, les doléances, de toute façon, seuls les historiens qui ont vraiment travaillé la question peuvent les décrypter. En revanche, à l'époque, ce qui compte, c'est les accusations envers le roi qui justifient ce processus d'indépendance, plus que les 2 premiers paragraphes qui sont un peu un condensé de la philosophie politique du fin 18e, mais avec strictement rien d'original, sauf peut-être la poursuite du bonheur. Et bien sûr, le dernier paragraphe qui est la déclaration d'indépendance elle-même, c'est-à-dire que ces colonies deviennent des États libres et indépendants. Et donc, mais Jefferson, lui, va être très attaché à son texte. Il va même envoyer 2 exemplaires à ses amis. L'exemplaire, le sien, ce qu'il appelle le brouillon, et puis l'exemplaire définitif, et montrer lequel trouves-tu le meilleur, en fait. C'est dingue, ça. Voilà, donc il est vraiment, pour lui, c'est l'auteur. Et donc est resté ce 4 juillet parce qu'elle va être publiée dans la presse dès le 4 au soir, et elle va mettre quand même du temps à être lue par tous les Américains, parce qu'en Géorgie, on ne l'aura qu'au début du mois d'août. Ah, c'est fou, ça. Et
Est-ce qu'on peut dire que c'est la naissance d'une nouvelle légitimité politique? Parce que c'est nouveau, c'est révolutionnaire, pour le coup. Ah oui, alors moi j'insiste beaucoup là-dessus dans mes travaux, c'est que autant la déclaration d'indépendance, où vous avez des colonies qui s'unissent, se séparent de leur métropole, ça c'est tout à fait nouveau, des colonies ultramarines. Ensuite vous avez, et distantes, ensuite vous avez bien sûr au même moment la construction de cette confédération. Alors en Europe, c'est intéressant de voir aussi la perception européenne, notamment française. On parle des provinces unies d'Amérique. Oui, c'est vrai. Parce que bien sûr, on pense aux provinces unies, donc Les Pays-Bas. les Pays-Bas. Voilà, ces provinces qui se sont unies contre l'Espagne. Mais il y a aussi ce dont je parlais tout à l'heure, c'est ce laboratoire constitutionnel dans les États. Vous allez avoir, chaque État va écrire une constitution plus ou moins radicale, avec une charte des droits qui va être attachée à la Constitution. Ça n'existe pas en Grande-Bretagne. Oui, oui. Donc, et le fait même, nulle part, vous avez encore eu des assemblées qu'on appelle conventions qui vont se réunir explicitement pour rédiger une constitution. Ça, c'est tout à fait nouveau. Et d'ailleurs, il n'y a pas de mot en français pour ça. Convention. D'ailleurs, dans les premiers textes, parce qu'il faut savoir que les constitutions des États sont traduites en français dès 1776, elles sont traduites et commentées dans la presse et aussi dans des volumes séparés. Et au début, quand convention, il y a une note qui explique ce que c'est. Parce qu'on ne connaît pas ce mot-là. Et puis rédiger une constitution, on ne sait pas. On ne sait pas faire en Europe alors. C'est ça qui est étonnant. Parce que la Grande-Bretagne n'a pas de constitution en un seul texte. Et nous non plus, pas encore. Pas encore. Évidemment. Et d'ailleurs, d'où ça vient? Parce que c'est une vraie question quand même. C'est des vraies réflexions philosophiques. Ça pourrait faire l'objet d'une émission ou d'un livre à part entière. Mais il y a des philosophes, enfin, ils ont réfléchi. La recherche du bonheur, il faut quand même aller le chercher, ça. Eh oui. Alors, quand Jefferson, plus tard dans les années 70, on lui dira finalement, il n'y avait rien d'original dans ta déclaration. Parce qu'il faut savoir qu'après, bien sûr, la vie continue. Donc, après la guerre, il va y avoir la mise en place de la vie politique aux États-Unis avec l'alternance des élections. Et là aussi, c'est une grande nouveauté, des campagnes électorales et tout. Et Jefferson va être attaqué par ses ennemis politiques. Ce n'est pas parce qu'il a rédigé la déclaration d'indépendance qu'il va être un héros. Il le sera plus tard. Voilà, pareil. Il le sera plus tard dans les années 1820. Mais quand il est président, il est élu en 1800, Thomas Jefferson, il a des ennemis. Et donc, ces ennemis vont l'attaquer en disant non, la déclaration d'indépendance, finalement, il n'y avait rien d'original. Et Jefferson va répondre c'est pas ce qu'on m'avait demandé. On m'avait demandé de reprendre tous les griefs et tout ce qu'avait écrit le Congrès depuis 1974 et d'en faire un texte qui soit concis, clair, lisible. Et c'est exactement ce qu'il fait. D'ailleurs, il le fait avec Maestria. Et donc, en fait, dans les deux premiers paragraphes qui sont un résumé en fait, des idées libérales de la fin du XVIIIe siècle, inspirées de Locke, aussi de Montesquieu. Donc, on aurait pu s'attendre à Life, Liberty and Property, qui est la trilogie que l'on trouve chez John Locke. Donc, je rappelle, John Locke, ce philosophe de la fin du XVIIe, qui avait écrit pour justifier la révolution dite glorieuse, pardon, en 1789. Et, mais lui, Jefferson va mettre la pursuit of happiness, la recherche du bonheur. Il faut savoir que le mot happiness n'est pas original en soi, parce que quand on lit les textes de 1974, on parle de colonies heureuses ou malheureuses. Donc ça, c'est un terme qu'on retrouve beaucoup dans les textes. En revanche, que la recherche du bonheur soit un droit inaliénable, ça, c'est original. Ouais, ça, je suis d'accord. Surtout dans cette formulation.